ce que nous qualifions de maladie mentale, c'est-à-dire en fait s'échapper ailleurs pour ne plus voir ce que la majorité d'entre nous considère comme étant la vraie réalité et ne pas avoir à y faire face. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. D'abord, j'ai appris il y a quelques jours que le mot sidération, qui est maintenant employé par beaucoup de gens, dans beaucoup de circonstances, c'était uniquement un terme médical, en fait, et que c'est absolument à partir de cette année qu'il va officiellement signifier ce que tout le monde pense qu'il signifie déjà. Je pense que c'est quand même un signe des temps. Tu décrivais un état de choc devant cette réalité. De façon générale, dans ce roman Bal de Gifre, et puis peut-être dans d'autres aussi, moi je pars de l'idée que ces événements sont presque libérateurs dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'ils nous privent de tout repère. Et en allant un petit peu plus loin, on pourrait dire que, moi je rejoins par exemple John quand il dit que voilà, on est entouré d'histoires. Nous sommes les acteurs de notre propre histoire, et depuis, ça a commencé, c'est un processus qui commence depuis un certain temps. On peut faire remonter peut-être à la mort de Dieu ou à la psychanalyse, etc. Dire que avant, on pouvait penser que notre histoire finalement était déjà plus ou moins écrite, suivant évidemment notre classe sociale, ou que peut-être il y avait cette idée de destinée et que donc peut-être on devait se soumettre à ça. Et maintenant, avec cette liberté, encore une fois, qui n'est pas forcément un bienfait, on est les propres réalisateurs, si on reprend une métaphore de ciné, ou écrivains de nos histoires, et on ne sait pas trop comment faire, en fait, parce que c'est pas notre métier. Donc on vit quelque chose et qu'on réalise en même temps, et on n'a pas de repère, et on est perdu, quoi. Donc effectivement, une des stratégies peut être la fuite, c'est-à-dire on n'est pas capable de faire quelque chose de la réalité qui est devant nous, cette réalité est trop vaste et trop incompréhensible, alors on va se réfugier dans quelque chose qui peut être le fantasme, une petite autofiction personnelle qui n'aura pas de sens pour les personnes qui nous entourent, mais qui a un côté rassurant pour nous. Ou se réfugier dans le net en trouvant une personnalité différente quand on est derrière son clavier. Elle a ça aussi, bien sûr. Oui, je pensais aussi à cette émission célèbre de Orson Welles qui a dit sur ce qui allait parler à la radio à l'époque, c'était dans les années 30, je crois, qu'il y avait des Martiens qui débarquaient. Oui, oui. Et c'est vrai que quand je me suis réveillé ce matin-là, il y avait le téléphone qui sonnait. Et puis, ça a coupé, ça marchait plus. Et donc, je suis allé regarder sur Internet et ça a marché. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et il y avait même en direct la vidéo sur ce qui se passait. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait downtown. Mais c'était pas très clair et ça avait l'air justement de la fiction. Donc, je suis monté sur les toits et c'était juste après le second avion, c'était écrasé sur le deuxième tour. Et moi, j'ai vu que de la poussière. Donc, je ne savais encore pas ce qui se passait. Et ça avait vraiment l'air de... Oui, c'était quelque chose, c'était pas vraiment réel. On ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Puis tout de suite après, dans les heures qui suivaient, il y avait des gens entièrement couverts de poussière, des businessmen avec leurs serviettes en main, qui se promenaient, qui avaient vraiment l'air perdus. On ne savait pas très bien quoi faire et où aller. Et ça aussi, ça a continué. Donc cette idée de la fiction, quelque chose qui était pareil, plus que réel dans un certain sens, le surréel.
c'est le mot juste peut-être, était vraiment partout dans ce monde. Et oui, il fallait justement commencer à faire quelque chose après. Parce que justement la différence, c'est que le personnage principal chez Fabrice, Anna, elle se réfugie dans l'amnésie. Elle fait le blackout complet sur ce qui s'est passé, et donc c'est un autre monde. Alors que vous, ils vont même ils font un pas de plus encore, puisqu'ils se réinventent ils s'inventent une autre vie qui, si j'ai bien compris, est purement fictive avec la planification de ces meurtres, etc. Mais en fait, ils sont pas chez eux dans la vie en train de manger des harengs marinés, hein, je crois, tout en planifiant ces pseudo-meurtres, mais en fait, quelque part, ils sont dans une cellule, dans un asile. Donc, ils sont vraiment allés, ils ont passé quelque part totalement les frontières du réel. Et ils sont ailleurs. Ils sont à la recherche de leur être, finalement. Cette question que se pose David Copperfield au début du roman, c'est la question, est-ce qu'on va être le personnage principal de sa vie? Ils veulent pas forcément être les personnages principaux, mais être les personnages quand même dans la vie. Et c'est ça ce qu'ils cherchent après ce coup dur, qui est au centre du roman, mais qui n'est jamais vraiment mentionné. Je dis jamais en septembre dans le roman. C'est l'éditeur qui dit ça. C'est l'idée qu'on se fait quelque part. Oui. Mais comme je vois que l'heure tourne, et puis je pense quand même qu'il va falloir... je pense que les gens ont des questions. Mais avant, et là c'est une question très générale pour clore cette partie du débat, c'est, alors finalement, d'après vous, est-ce qu'il faut, pour pouvoir vivre la vie réelle, franchir les frontières du réel? Parce que c'était ça le sujet horrible, le point de départ. Donc, quelle est votre réponse à cela? Sean. First one. Well, I mean, we all live in reality, and that is the sad fact. And maybe that is why we become writers and take advantage of being allowed to live more in our heads than most people who are allowed to walk freely in the streets. I think facing reality and the boredom of reality and the fact that you are only allowed a few years on Earth and all those quite depressing facts is of course what the author is facing. The author is always facing death and in a way writing despite death, and it can't become more real than that. And sadly we do not pass that, we do not cross that line, I think. Oui, nous vivons tous dans la réalité en fait. Hein. C'est un fait un peu triste, mais nous y sommes. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on devient écrivain, pour tirer avantage de vivre un petit peu plus autre chose que ceux qui ne peuvent que se promener dans les rues en rêvant à leur propre vie. Et nous sommes bien entendu, comme tout le monde, en face de la réalité, en face de tous les ennuis, sachant que nous n'avons que quelques années à vivre, et devant tous ces faits déprimants, notamment la mort. L'écrivain est en face de la mort. Il essaie de lutter contre cela, mais la réalité, c'est qu'il y est aussi. Il ne peut pas traverser cette ligne de la réalité, mais il peut écrire. But to compensate for those bad news, I would just like to say that at the same time we live within this iron prison, we of course should be allowed all our nonsense, emotional reality, religious illuminations,
and crazy conspiracy theories and seeing ghosts and conversing with elves. This can all take place within the Iron Prison. Oui, alors pour faire une petite compensation à ces mauvaises nouvelles que je venais d'annoncer, nous vivons en effet dans une prison de fer, mais je dois dire que nous avons le droit à l'intérieur de cette prison à toutes nos histoires folles, le non-sens de notre vie, à toutes nos émotions, nos illuminations religieuses, toutes nos théories sur les conspirations qui se passent autour de nous. Nous pouvons parler avec des fantômes, avec des... What's elves in French? Des elfes, pardon. On a des trous parfois. Et tout cela, nous le vivons toujours dans la même personne. Alors nous avons le droit, dans notre prison de fer, de vivre toutes ces vies-là. One correction, not having conversations with elves, but sex with elves. Vous avez compris.